Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Damien Riccio, je suis anthropologue. Je vais commencer par remercier l'ensemble des institutions que vous pouvez représenter par les logos qui sont en bas de ce fascicule. Je vous remercie à tous et à toutes pour l'invitation. Allons à l'essentiel. Donc, moi j'ai fait un terrain sur Mayotte de 4 ans, entre 2014 et 2018. J'ai soutenu ma thèse en 2022 et depuis j'ai fait plein d'autres choses, mais pas de la recherche. Donc je travaille aujourd'hui en tant que sociologue pour une association qui s'appelle Rénovation, parce que je suis éducateur spécialisé de formation et donc je travaille avec des familles et des jeunes en difficulté et je coordonne en fait l'action d'une équipe sur le département de la Gironde et plus spécifiquement sur le Médoc, ce qui est un peu une façon pour moi de ne pas m'éloigner des sujets insulaires. Mon terrain s'est divisé en 3 grandes parties, pour résumer. Non pas que c'était mon choix, mais parce que le terrain m'a amené à travailler comme ça. Mon objectif initial, c'était de travailler moi-même à faire une observation participante assez longue dans les différents univers qui composent la vie des personnes clandestines, des clandestins. Et donc, je voulais en particulier travailler avec les travailleurs. Travailler, être moi-même pris dans les équipes de travail dans 2 domaines spécifiques qui étaient le travail au champ et le travail dans le BTP. Aujourd'hui, les différentes institutions de l'État français à Mayotte estiment que 60 à 70% de la production agricole totale à Mayotte est due à des personnes en situation irrégulière, en tout cas des clandestins. Les institutions françaises, notamment l'INSEE, ne sont pas vraiment en capacité de distinguer ce qui, dans ces catégories-là, est de l'ordre des clandestins au sens de en situation irrégulière du point de vue de l'État français, ou ce qui est de l'ordre des clandestins comme catégorie vernaculaire du terme clandestin à Mayotte. On va essayer de voir pourquoi. La deuxième phase, donc là, la première phase de mon travail, en fait, ça a été du travail au champ, qui a duré pendant 2 ans. Mon unité d'observation, c'était le village de Tingoni, qui est situé sur l'ouest de... Alors je suis désolé, il y a des gens qui ne connaissent pas bien Mayotte, je vais essayer de vous retrouver. Enfin, j'ai des cartes, je vais vous situer un peu. Les gens qui ne connaissent pas du tout Mayotte. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Mayotte, et c'est très bien. Donc ça c'est Mayotte, mais c'est compliqué. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est l'archipel, les Comores. Parce que ma deuxième unité d'observation, on a trop tendance à mettre de côté, c'est pas seulement Mayotte, c'est l'archipel dans sa globalité. Tout à l'heure, Anthony a introduit son propos en montrant une carte au départ du port de Petite Terre qui dit Mayotte est française et restera à jamais. Quand on prend le bateau et qu'on arrive à Moroni, sur le Grand Comore que vous voyez sur la carte, on tombe sur une deuxième pancarte qui nous dit Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Cette pancarte qui a été mise sur Petite Terre à Mayotte a été mise en fait très récemment, il y a 4-5 ans. La pancarte qui rappelle l'appartenance de Mayotte aux Comores existe depuis le début des années 80. Elle a été restaurée de temps en temps. Et effectivement, il y a eu cette volonté de rappeler que, du point de vue des vins, Mayotte appartient à la France ou aux Comores. Certains, tout à l'heure, travaillaient sur les Mahorais, qui, à La Réunion, sont la source des problèmes socio-économiques de l'île. Moi, je travaille sur principalement les Enjonnais qui, à Mayotte, sont la source de tous les problèmes socio-économiques de l'île. Et c'est un peu à partir de là que je vais commencer mon travail. Donc la première phase de mon terrain, c'était du travail au champ, autour du village de Tingoni. La deuxième phase de mon terrain, c'était pas prévu, mais je me suis dit que c'était essentiel. Ça a été de travailler sur les décasages, les journées de décasage, qui sont effectivement des pratiques de mobilisation villageoise qui peuvent sembler assez spectaculaires dans un premier temps, surtout quand on est jeune chercheur et qu'on arrive sur ce territoire qui est quand même fort étrange. Et le troisième temps de mon terrain, c'était que finalement, pendant 2 ans et demi, j'ai essayé d'accéder au travail dans le domaine du BTP, et je n'y arrivais pas. Et à la suite des manifestations de décasage et de certains événements un peu particuliers que j'ai essayé de décrire au niveau du village de Tingoni, j'ai enfin pu accéder au travail dans le domaine du BTP. Le travail dans le domaine du BTP, à Mayotte, c'est beaucoup plus difficile de chiffrer quelle est la part
représentée par la main-d'œuvre clandestine dans la production de l'immobilier. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que depuis, alors avant la départementalisation, en fait, depuis la mise en œuvre progressive du cadastre, de la modification de l'imposition foncière, la mise en place des normes en fait, qui permettent l'imposition foncière, et donc la mise en place des normes en matière de bâtiment, normes franco-françaises à Mayotte en matière de bâtiment, aujourd'hui une maison de 140 mètres carrés de surface au sol, d'emprise au sol, construite avec les normes franco-françaises du bâtiment, ça coûte au Mayotte entre 300 et 350 000 euros. La même maison, construite par une main-d'œuvre immigrée anjouanaise dite clandestine, ça coûte entre 30 et 40 000 euros. Voilà. Globalement, sur la période où j'ai fait mon terrain, entre 2014 et 2018, la plupart des maisons qui sont construites à l'extérieur de Mamoudzou et de Ntsapéré, donc Mamoudzou étant la capitale administrative de Mayotte, d'accord, la plupart des maisons sont construites en mobilisant une main-d'œuvre clandestine. Je suis resté pendant 2 ans et demi à travailler dans le domaine agricole, en grande partie parce que je n'arrivais pas à travailler dans le domaine du BTP, on ne va pas se mentir, d'accord. J'ai fait ça aussi parce qu'il y a une sorte de relative facilité à sortir de chez soi, à aller rencontrer les gens avec qui on commence à tisser des liens, en fait, qui sont, dans mon cas principalement, quasi exclusivement enjouanais, dans le village. Il y a une relative facilité à se faire inviter à aller dans un champ pour entretenir des légumes, s'occuper d'un bœuf, précisément parce que c'est dans la forêt et que personne ne vous y voit en fait. Ou alors, si jamais quelqu'un qui n'est pas censé vous y voir, vous serez informé au moins une demi-heure en avant. En revanche, travailler dans une équipe de maçons clandestins, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'on est au cœur du village. Plus exactement, on est dans un interstice entre la partie construite du village, les maisons en béton, et les bangas, ce qu'on appelle les bangas, de façon un peu difficile. On ne sait pas trop ce que c'est, les bangas. On a dit tout à l'heure qu'effectivement le banga, c'est d'abord le banga du célibataire, c'est dans la structure traditionnelle de l'habitat comorien, et pas seulement mahorais, il y a effectivement cette petite maison dans l'angle opposé de la maison de la mère, avec la petite maison fabriquée par l'adolescent, pour pouvoir évidemment recevoir des jeunes filles, pour commencer à avoir ses premières pratiques adolescentes. Et aujourd'hui, ce terme-là, il a été retenu pour nommer cette espèce d'amas de tôle, qu'on appelle également bidonville. Le passage discursif entre banga du célibataire et banga aujourd'hui bidonville, il se fait, à mon sens, par le fait que le banga, traditionnellement, est une petite habitation qui n'a pas vocation à rester. Et les bangas, aujourd'hui, en tant que bidonville, sont également des petites habitations qui n'ont pas vocation à rester. Pourquoi? Parce qu'elles sont régulièrement démontées, propulsées un peu plus loin dans la forêt, et l'espace qui est laissé vacant par la terre qui le recouvrait est utilisé pour construire des maisons en dur. La main-d'œuvre qui est utilisée pour construire ces maisons en dur est cette même main-d'œuvre qui, juste auparavant, habitait dans ces bangas. D'accord ? Donc, tout à l'heure on disait bangaisation, camp, etc. Pour moi, le banga, c'est pas un camp. C'est vraiment pas un camp au sens où c'est une ressource à géométrie variable qui est fabriquée par les personnes, les êtres humains qui viennent des îles voisines et qui va se moduler en fonction de l'évolution de l'urbanisation du village. Mon objectif dans mon intervention, parce que je suis en train de perdre le fil, c'est de, 1. Déconstruire le terme de clandestin, et comprendre, et ça c'est assez essentiel dans mon travail, comment les ressources, au sens très général, sont contrôlées. Qui décide de l'accès aux ressources de telle personne? Et pour ça, il faut que je fasse un petit retour historique pour rappeler que les sociétés comoriennes sont des sociétés stratifiées. Société stratifiée, ça veut dire une société dans laquelle la position d'un individu dans une strate sociale, pas dans un castre, dans la strate sociale, va définir un ensemble d'accès à des ressources publiques, ou privées. Traditionnellement, les Comores on retrouve en fait une subdivision de l'ensemble des sociétés comoriennes selon 3 grandes catégories, qu'on reprend par exemple sur Anjouan. Ces catégories sont les Wakabaïla,
les Wamatsa et les Warumba. Les Wakabaïla, ça désigne l'élite politico-économique comorienne. Le statut des gens qui font partie des Wakabaïla est octroyé par la masculinité. On est un homme Wakabaïla parce qu'on occupe une position bien précise dans la mosquée, parce qu'on a fait en règle générale son anda, son grand mariage, et donc on occupe une position haute dans la hiérarchie du village, et dans certains cas on se revendique une origine de tel et tel sultan qui est arrivé avec l'immigration arabo-persane à partir du XIe siècle. Ça revient parfois à des choses qui sont très lointaines. La deuxième catégorie sont les Wamatsa, sont les roturiers libres. Donc des gens qui n'ont pas de position particulièrement prestigieuse dans la société comorienne, mais qui sont des gens libres, qui ont droit à avoir des terres et qui ont le droit de les exploiter. La particularité entre les Wakabaïla et les Wamatsa, c'est que les Wakabaïla, donc les gens de haut niveau, prestigieux, social, vivent en règle générale dans des cités en pierre, qui sont des cités portuaires. Des cités portuaires qui sont en contact direct dans l'espace Swahili avec toutes les autres villes de l'espace Swahili avec lesquelles on fait du commerce. Commerce qui va avoir un rôle absolument fondamental dans la construction identitaire et culturelle et surtout la structure sociale des Comores. Les Wamatsa, eux, sont des gens qui, littéralement, ça veut dire ceux de la brousse, sont des gens qui vivent en règle générale pas dans les cités portuaires, dans des cités qui sont fabriquées en terre. Et les Warumba, eux, sont des descendants d'esclaves. Esclaves qui ont été amenés en fait, dans l'archipel des Comores, notamment à partir du 15e et 16e siècle, à partir de tout un tas de mouvements, notamment venant de Madagascar avec les Malgaches Sakalaves, mais plus tard aussi avec les Hollandais, etc., etc. En tout cas, il y a trois grandes catégories sociales, traditionnellement dans les Comores, dont l'une, les Warumba, qui sont tout en bas de la stratification, dont la fonction est d'être la main-d'œuvre ouvrière, à la fois de l'exploitation agricole et également de la fabrication de maisons. Aujourd'hui, à Met, on retrouve un terme, Wasmenzi, ça s'appelle, qui est en fait une déclinaison du terme Warumba, qui littéralement signifie les esclaves noirs. Wasmenzi, c'est en règle générale un terme qu'on va employer pour nommer un enjoiné, dit clandestin, qui va travailler au champ, dans le BTP, et pour les femmes, dans les petits commerces, les doukas. La particularité de tout ça, c'est que, et ça apparaît en fait au moment des décasages. Moi, je travaille dans une situation où je constate, et on me le dit statistiquement, 60 à 70% de la capacité productive de l'île en matière agricole, c'est des personnes dites clandestines. Paradoxalement, 80% des ressources qui sont consommées, des ressources de consommation qui sont consommées à Mayotte, proviennent de l'importation. Ça, c'est juste que vous savez. Au moment des décasages, vous voyez quelques affiches ici. Au moment des décasages, je me retrouve dans la situation de constater ça. Donc, je travaille avec des gens au champ qui effectivement consomment une partie de leur propre production, qui n'est pas leur production, mais la production du propriétaire terrien qui leur confie la gestion de la petite parcelle de terrain. Et au moment des décasages, je me retrouve dans la situation de constater que les ouvriers au champ et les ouvriers du BTP, qui sont un peu les mêmes, vont se faire expulser de leurs propres habitations par des propriétaires terriens qui, le reste du temps, sont celles et ceux qui comptent sur cette même main-d'œuvre migrante pour assurer la production agricole et la fabrication de leur propre maison. Maisons fabriquées pour 30 à 40 000 euros, qui seront ensuite louées à des Wazungu, donc des blancs, majoritairement fonctionnaires, avec des salaires indexés à 43%, et qui, eux, peuvent payer des loyers de 1 200 à 1 600 euros par mois. Donc je me dis, quelle est cette situation quand même assez paradoxale, assez contradictoire, entre une pratique de mobilisation villageoise qui consiste à expulser la main-d'œuvre clandestine migrante qui permet de réaliser une plus-value gigantesque, et je constate ça en fait.
j'ai eu la chance, quelque part, de pouvoir observer ces mobilisations de décasage très près, entre décembre 2015 et juin 2016. J'ai participé moi-même à des manifestations de décasage. Je me suis donc posé beaucoup de questions sur mon positionnement épistémologique, etc. J'ai mis énormément de temps à pouvoir écrire sur ces pratiques-là. Et j'ai vraiment essayé de prendre à rebrousse-poil ma propre intention de départ, qui est benoîtement de se dire que quand même les Mahorais ne sont pas très sympas, pour essayer de revenir aux sources de qu'est-ce qui est à l'origine de cette prise de position. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des Mahorais semblent mettre en place un ensemble de pratiques qui sont des logiques du bannissement, qui d'un point de vue économique sont globalement, en tout cas apparaissent de prime abord comme assez irrationnelles. L'une des clés d'entrée, alors je précise quand même, je vais décrire un minimum. Une journée de décasage, c'est quoi? Ça commence plusieurs semaines en règle générale à l'avance, pour les mouvements que j'ai eu l'occasion d'observer. Ça commence par ça, ces affiches que vous voyez là. Ils vont être placardés sur les écoles, qui peuvent être placardés sur les mairies, qui vont être distribués dans la rue, et qui commencent à signer un basculement de l'île dans sa globalité, pas seulement à l'échelle villageoise, dans un temps particulier, un temps de la politique. Je mobilise le terme temps de la politique à des collègues qui travaillent sur le Brésil et qui en fait décrivent un peu le même type de situation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? En temps normal, il y a tout un tas de pratiques qui ne peuvent pas avoir lieu. Des pratiques qui sont déviantes. Je vais en citer une pour que vous compreniez bien. Une jeune femme anjouanaise se marie avec un homme mahorais. Mayotte, c'est une société matrilocale. La matrilocalité, c'est une règle de résidence, ce qui fait que quand un homme et une femme se marient, normalement, la jeune femme qui vient de se marier va hériter de l'usufruit d'une partie du capital foncier de son propre matrilignage, de sa propre mère, d'accord, pour pouvoir installer sa maison et élever ses enfants. Quand une femme anjouanaise, donc de l'île d'à côté, arrive à Mayotte, se marie avec un homme mahorais, elle ne peut pas mobiliser le capital foncier de sa propre mère, puisque sa propre mère est en jour. Donc là, il y a une adaptation des pratiques à Mayotte qui font que la jeune femme va hériter de l'usufruit de la terre de sa belle-mère, de la mère de son mari. Le cas auquel je fais référence ici, ça s'est déroulé dans le village de Bouéni, c'est très intéressant comme cas, où pendant 2 ans, cette jeune femme anjouanaise, mariée avec un homme mahorais, a viré son propre mari, mahorais, de la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, son mari l'a trompé avec une autre femme et que ça s'est su dans le village et que donc il est normal qu'une femme mette en dehors de chez elle, puisque c'est chez elle, même si c'est chez sa belle-mère, son propre mari. La situation faisait que la belle-mère, pour elle, c'était insupportable cette situation. Elle ne pouvait pas récupérer sa terre, puisque la femme anjouanaise était mariée avec son propre fils, mariage cagal, pas mariage civil. Et quelque part, c'est la honte, quoi. C'est la honte parce que sa propre terre à elle de femme mahoraise est utilisée, mobilisée par une femme anjouanaise. Les mobilisations de décasage vont permettre à cette famille, donc à cette mère et à son propre fils, d'utiliser la mobilisation villageoise pour faire sortir de chez elle cette femme et ses 2 enfants contre l'avis du reste de la population. C'est-à-dire que le temps du décasage, la capacité à mobiliser des villageois, va suspendre pendant un espace-temps donné les économies morales qui habituellement définissent comme déviantes et socialement inadmissibles un ensemble de pratiques qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc concrètement, une mobilisation de décasage, ça commence par ça. Une annonce publique. En règle générale, comme ça a été le cas entre 2015 et 2016, ça commence sur des villages. Ça a commencé en 2015 avec les villages du nord-ouest de l'île, et c'est descendu comme ça. Ça a touché toutes les communes de l'île, à l'exception de Mamoudzou. Les personnes qui sont mobilisées pendant ces manifestations sont principalement des femmes.
Ça fait un peu référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur les chatouilleuses et les femmes leaders. C'est, à mon sens, très directement lié à la dimension matrilocale des sociétés comoriennes. La terre, c'est d'abord et avant tout l'histoire de femmes. Ce sont elles qui régissent le partage. Et dans une situation où, finalement, avant le visa Balladur, avant la possibilité, avant le visa Balladur, en 95, 96, je ne sais plus, il y avait la possibilité de circuler librement dans l'archipel. Donc quand un homme maoré allait s'installer en jouant chez une femme anjouanaise, la femme anjouanaise allait utiliser la terre en matrilignage de sa propre mère sur Anjouan. Et ça permettait une circulation. C'est-à-dire que les hommes, quand ils circulaient dans l'archipel, ils pouvaient se réinstaller à chaque fois dans de nouveaux endroits. En revanche, une fois qu'on établit une frontière administrative, donc l'impossibilité de circuler du reste de l'archipel vers Mayotte, on rompt en fait cet équilibre. Et je crois que la mobilisation des femmes sur ces questions-là d'occupation de l'espace est très fortement liée à la matrilocalité. La deuxième raison à ça, c'est que il y a à chaque nouvelle génération de Mahorais, de Mahoraises, une subdivision du capital foncier. On est sur une île. On est sur une île dans laquelle les normes de l'État français se déploient pour autoriser ou pour interdire la possibilité de fabriquer de nouvelles maisons. Sur Mayotte, il y a moins de 15% du territoire qui est en dessous de la déclivité qui permet effectivement de construire une maison. Ce qui veut dire que, on est sur une île en plus, le territoire constructible est limité. Le nombre de personnes qui vivent sur Mayotte augmente. Le nombre de mariages sur Mayotte augmente. Par conséquent, le capital foncier des familles ne va pas pouvoir s'étendre à l'infini. Il ne va pas pouvoir s'étendre à l'infini, d'autant plus qu'aujourd'hui, la terre coûte de l'argent. Aujourd'hui, il faut payer des impôts, le capital foncier. Ce n'était pas le cas avant. Donc les familles se retrouvent, à chaque fois qu'elles marient leur fille, dans la situation de devoir donner à leur propre fille une terre qui vient de manquer, et on se retrouve dans la situation assez classique, où à défaut de pouvoir occuper l'espace horizontalement, on doit l'occuper verticalement. On va faire construire. Si vous êtes allé à Mayotte récemment, vous avez dû voir ces maisons où on construit un étage par-dessus le rez-de-chaussée. L'étage construit au premier étage est lui-même laissé en jachère, quelque part, avec cette grande plaque de béton hérissée de fer à béton, dont on attend d'avoir les sous pour pouvoir ensuite construire le deuxième étage, puis le troisième étage. Ça donne un espèce de paysage villageois ou urbain qui est assez étrange, puisque effectivement on a à faire ces grandes plaques bétonnées hérissées. Pourquoi? Parce que dans l'immense majorité des cas, étant donné que l'argent qui doit servir à faire construire va être utilisé, donné aux équipes de maçons clandestins, vous n'allez pas pouvoir aller à la banque pour faire un emprunt. Vous aurez bien du mal à justifier à la banque que vous allez faire un emprunt pour financer une équipe de maçons. Donc effectivement, on construit par tranche. On construit par tranche pour du locatif qui coûte extrêmement cher. On construit par tranche pour loger ses filles. Voilà. Donc les femmes sont mobilisées dans ces manifestations de décasage. J'aimerais revenir sur un point qui est celui de la porosité entre l'économie dite formelle et informelle, pour mieux essayer de saisir le terme de clandestin. Quand on dit clandestin à Mayotte, on ne dit pas en situation irrégulière. À Mayotte, on est clandestin parce qu'on est comorien. On est clandestin même quand on a 4 ans et demi. On est clandestin parce qu'on a l'éthos d'un clandestin. On est clandestin parce que dès l'âge de 5-6 ans, les gosses apprennent finalement à se protéger de la police. On arrive dans un village, plutôt on arrive dans des bangas, un peu à l'extérieur d'un village, on est adulte, on est blanc, et on arrive dans un village de cases en métal, et il n'y a plus que des enfants. On est accueillis par des mômes qui ont 4-5 ans, certains ont une machette à la main, enfin un chombo. On nous dit, mais où sont les adultes? Les adultes sont partis se planquer dans la forêt. Et il faut beaucoup de temps pour faire accepter sa propre présence dans ce type d'endroit. Être clandestin, c'est ça. C'est apprendre très tôt que l'espace du banga, l'espace du bidonville, est le premier des espaces ressources. Pourquoi?
quand on travaille sur ces espaces-là, ces espaces clandestins, interstitiels entre la forêt et la ville, et qu'on s'intéresse aux gens, qu'on leur demande tu viens d'où, là on se rend compte d'une chose, c'est que les gens qui habitent les uns à côté des autres sont des gens qui proviennent en règle générale tous et toutes du même village avant leur immigration vers Mayotte. Ils viennent tous de la même ville ou du même village d'Anjouan. Et quand on rentre un peu plus précisément dans où est-ce qu'ils habitaient en Anjouan, on se rend compte qu'ils habitaient tous dans le même quartier. Et ces gens se réunissent en fait au niveau des... vont construire, vont organiser l'espèce du bidonville de la sorte. Et par conséquent, l'ensemble des pratiques sociales quotidiennes visent d'abord et avant tout à protéger ce réseau, qui est jamais plus que le réseau villageois antérieur à l'immigration. Et c'est la ressource principale qui va permettre aux personnes en situation irrégulière, là j'emploie sciemment le terme en situation irrégulière, de se protéger de l'ensemble des dispositifs coercitifs mis en place contre eux. Et les enfants apprennent très tôt que, tant qu'ils n'ont pas 18 ans, la police ne peut pas les attraper. Et donc on se retrouve avec parfois ces villages remplis d'enfants. C'est assez intéressant. Être clandestin, vous l'aurez deviné, c'est être positionné par le langage dans la strate sociale qui va permettre de contrôler les accès aux ressources. Ces ressources, il y en a plusieurs ordres, je citerai ici le travail lui-même, puisque l'accès au travail des clandestins est intégralement conditionné au propriétaire, soit le propriétaire de la terre agricole, soit le propriétaire de la terre à construire. Et l'accès aux autres ressources, comme l'eau, comme l'école, comme la santé, sont également conditionnés par le contrôle qui est produit par les fonctionnaires, soit les fonctionnaires au niveau des communes, soit les fonctionnaires au niveau de l'ARS, soit au niveau de la préfecture. Je vais prendre quelques exemples. Les 2 premières années de mon travail, je travaillais au champ, mais je fais d'autres trucs aussi quand même. J'ai passé beaucoup de temps avec les maires des 17 communes. Je fais des entretiens avec les maires et les premiers adjoints pour leur faire parler de tout un tas de choses, notamment des stratégies qu'ils mettent en place pour limiter l'accès des enfants non mahorais, des enfants en âge d'être scolarisés du point de vue de l'arrêt des lois françaises, pour limiter l'accès des enfants non mahorais à l'école primaire. Si ça vous intéresse, j'ai tout un tas de documents un peu plus loin normalement. Voilà, je vous mets ça là, c'est un exemple. Voilà. Vous le savez, en France, on respecte en théorie le principe de l'obligation de scolarité. Au début, c'était pour les enfants de 6 à 16 ans. Aujourd'hui, ça a été étendu de 3 à 16 et l'obligation de formation de 16 à 18. Il n'existe pas de circulaire d'application au niveau de l'éducation nationale qui définisse clairement et strictement les pièces devant être demandées par les différentes communes de la France métropolitaine et extra-métropolitaine aux familles qui veulent inscrire leur gamin à l'école. En gros, vous devez prouver que vous êtes bien le père ou la mère de l'enfant que vous inscrirez. Pour des histoires de carte scolaire, vous devez en règle générale prouver où est-ce que vous habitez pour une histoire de zonage, et c'est à peu près tout. Il y a également le numéro de sécurité sociale qui est demandé. Donc, cette absence de circulaire d'application a été interprétée de façon tout à fait particulière à Mayotte, puisque la quasi-totalité, enfin la totalité des communes de l'île, chaque année, produisent une liste dont vous voyez là un exemple, de documents qui vont permettre de créer des barrages administratifs à l'inscription des enfants à l'école. Par exemple, quand on habite dans une cabane en tôle, dans un bidonville, pour produire une facture d'électricité, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, et puis en plus, en règle générale, ça a très longtemps fait l'objet d'un business au sein des différents bidonvilles dans lesquels j'ai pu travailler, où en gros, le propriétaire de la parcelle, en plus de faire payer un loyer qui est de 50 à 100 euros par mois et par famille, va également monnayer des attestations d'hébergement ou des factures d'électricité. Sur une seule parcelle, par exemple sur les parcelles sur lesquelles j'ai travaillé, il y a parfois entre 30 et 50 personnes qui résident là dans leur cabane en tôle. Je vous laisse imaginer l'économie que ça génère. Et c'est intéressant de mettre en perspective cette économie-là avec le fait que les personnes qui résident sur la parcelle du propriétaire sont les mêmes personnes qui seront embauchées par le propriétaire pour aller travailler au champ.
pour aller fabriquer ces maisons. Le but du jeu, bien sûr, il est assez évident, c'est de mettre en place des barrages administratifs permettant de refuser l'inscription des enfants à l'école. C'est une situation qui est connue depuis très longtemps par l'éducation nationale, au moins depuis 2011 dans les travaux que j'ai pu mener. Et je vais vous raconter brièvement l'histoire intéressante d'un procès qui a eu lieu en 2018, où plusieurs familles anjouanaises se sont mobilisées pour déposer plainte contre le maire d'une commune de l'Est de Mayotte, pour faire valoir le fait que leurs enfants étaient en âge d'être scolarisés, le maire de la commune n'avait pas le droit de refuser cette inscription. Dans un jugement qui date de 2018, le président du tribunal de Mayotte a donné raison au maire. Donc non seulement ces pratiques sont mises en place de façon effectivement illicite par les maires des différentes communes de l'île, mais en plus, de façon tout à fait extraordinaire, un magistrat de la République française, qui n'est pas mahorais, va valider ces pratiques. On parlait tout à l'heure de droits différés, de droits à géométrie variable. En fait. Pour ce qui est de l'eau, cette ressource, là aussi, ça fait l'objet d'un business qui est assez important au niveau de Mayotte. À Mayotte, il y a ce qu'on appelle des BFM, des bornes fontaines monétiques, qui sont des bornes magnétiques. Vous arrivez avec une carte, en fait. Cette carte a un crédit. Vous appuyez votre carte dessus, ça vous verse de l'eau qui est de l'eau propre, a priori. D'accord ? J'ai été sollicité par l'ARS en 2016 pour travailler sur cette borne, parce qu'en fait, ils ont fabriqué une cartographie qui leur permet de projeter l'ensemble des bornes qui est sur le territoire et de projeter le volume distribué par ces bornes. Et ils se sont rendus compte que, globalement, elles sont quasi inefficientes. Personne ne les utilise. Et la majorité d'entre elles ont été détruites volontairement. Donc évidemment, ces bornes ont été en partie non seulement détruites par les villageois, mais elles ne sont également pas entretenues volontairement, y compris par des salariés de l'ARS. C'est ce qui m'a été amené à constater, en fait, sur place, quand je me suis intéressé au sujet. Pourquoi ? Parce que c'est l'eau des Comoriens. En parallèle à ça, au niveau des bidonvilles, on retrouve, pas systématiquement, mais assez régulièrement, des réseaux de tuyaux, qu'on appelle des réseaux spaghettis, qui sont des... Vous imaginez une ramification de tuyaux d'arrosage, en fait, connectés les uns aux autres, et qui vont permettre la distribution d'eau directement au niveau, alors pas à l'intérieur des bangas, mais sur des petites... vous imaginez un robinet autour duquel il y a 4-5 cabanes en fait en métal, et c'est ce robinet qui distribue l'eau. Ces réseaux spaghettis sont en règle générale, sont tout le temps connectés à des compteurs qui sont des compteurs des propriétaires, et en règle générale, l'eau qui est distribuée n'est pas l'eau de consommation potable habituelle, mais en règle générale, c'est l'eau de l'irrigation. L'eau d'irrigation ne bénéficie pas du tout des mêmes traitements que l'eau de consommation habituelle. On en retrouve le même type de logique sur l'électricité, etc., etc. Donc, ça interroge sur le sens du bidonville, en fait. Parce que le bidonville joue deux rôles. À la fois, il joue effectivement un rôle de protection. C'est un espace dense socialement, qui va permettre aux individus d'assurer leur survie biologique, dormir, manger, etc., etc. Qui va les protéger socialement, et politiquement. Le village du Tingoni a ses caractéristiques pour ça, c'est pas compliqué, il n'y a qu'une seule entrée, il n'y a qu'une seule sortie. Donc quand la police arrive, on est au courant, mais parfois 1h30, 2 heures à l'avance. J'ai fait cette expérience-là en travaillant dans les chantiers de BTP à Tingoni. On commence la journée et vers 7-8 heures du matin, on reçoit un appel d'un mec qui est dans le village juste avant, qui lui-même a reçu un appel d'un mec qui est dans le village juste avant pour nous dire que la PAF, la police de l'air et des frontières, a quitté Petite Terre. C'est pas compliqué, Petite Terre, il y a un bateau à prendre, donc tout le monde sait que la police de l'air et des frontières arrive. Et on est en règle générale au courant, parfois 2 heures à l'avance de l'arrivée de la police dans le village. Donc le bidonville, en tant que forme matérielle en fait, permettant d'organiser la vie sociale des clandestins, joue ce rôle-là de protection. Mais il joue également un autre rôle du point de vue des employeurs, c'est qu'il permet de rendre captif la main-d'œuvre. 2 minutes, ah ouais. Ah ouais. Je suis désolé. Ça permet de rendre captif la main-d'œuvre. Pourquoi ? Parce que, bon,
Quand vous êtes en journée, vous arrivez sur Mayotte à l'âge de 12 ans, vous apprenez votre métier assez rapidement, vers 13-14 ans, qui est le métier de maçon. Personne ne va vous donner de diplôme, vous n'aurez pas de certificat. La seule façon de faire reconnaître votre compétence, votre capacité opérationnelle, c'est le réseau. Le même réseau qui est celui qui est hébergé dans le bidonville, le même réseau qui est mobilisé par le propriétaire terrien pour vous faire bosser, au niveau agricole ou peu importe. Donc en fait, ce réseau, ce que j'appelle l'institution clandestine dans ma thèse, il va permettre de valoriser, de faire valoir les compétences opérationnelles des individus, d'accord, comme un passeport, comme un diplôme. Donc vous êtes complètement captif de ce réseau-là, d'accord. Je vais revenir, puisqu'il me reste que 2 minutes, sur les décasages. Les décasages, c'est un truc, et de manière générale, les basculements politico-sociaux, je ne sais pas comment il faut appeler ça, à Mayotte, qui sont hyper itératifs en fait. C'est une situation normale. Socialement normale. Il n'y a que les Blancs pour croire qui arrivent là parce qu'ils viennent pendant 1 an, pendant 2 ans, ils disent ça, pour eux c'est la guerre civile. C'est hyper organisé. J'ai participé à plusieurs réunions de mobilisation de décasage, j'ai jamais vu de violence physique. Il y a des violences symboliques, politiques, dans le discours. J'ai jamais vu un coup partir. Ça a vraisemblablement changé depuis 2019. Une évolution très rapide des formes de la violence à Mayotte. J'ai pas remis les pieds sur ce terrain-là. Voilà. Je pense que les décasages, et ce sera la fin de mon propos, ont pour finalité, non pas de créer une situation économiquement absurde, dans le sens faire peser un risque beaucoup immodéré sur la main-d'œuvre migrante clandestine, qui est le poumon économique de l'île, ce n'est pas absurde. L'mobilisation de décasage ont pour principale fonction de réattribuer, de rappeler la place qu'ont les Anjouanais, particulièrement, dans le procès du travail. Ils sont les descendants des esclaves africains d'hier, pour dire les choses un peu simplement. Le caractère itératif des mobilisations de décasage a pour principale fonction de leur rappeler que les personnes qui contrôlent les ressources auxquelles eux-mêmes peuvent accéder, ce sont les villageois maorais. Et quand on compare les salaires des travailleurs clandestins avant et après les décasages, on se rend compte très bien de à quoi ça sert. Parce que les travailleurs ne disparaissent pas. Ils s'en vont pendant quelques jours, pendant quelques semaines, de façon très ritualisée. Parfois dans la forêt, parfois dans le village d'à côté, parfois on les cache, et puis ils reviennent. Ils viennent reconstruire leur banga quelques centaines de mètres plus loin, laissant la place à la construction de nouvelles maisons. Et quand ils reviennent, ils reprennent leur poste. Ici, salariés dans une épicerie. Ici, membres d'une équipe de maçons clandestins. Ici, travailleurs au champ. Et leur salaire a diminué. À Tingoni, ce que j'ai pu constater, c'est que le salaire moyen des jeunes femmes qui travaillaient dans les doukas du village, c'était 250 € avant les décasages de 2015-2016. Après les décasages, les salaires étaient redescendus à 150 €. Et c'est un système que je peux observer de façon systématique à peu près partout. Il y avait trop de choses à vous dire. C'était un peu décousu mon intervention, mais pour moi c'est important de parler du terrain en fait. C'était pas décousu. Hein. Ah ouais, c'était pas décousu. Non, vraiment pas. Peut-être que c'est ton impression, mais c'est pas décousu du tout. J'ai perdu l'habitude, en fait, j'ai soutenu ma thèse en 2022 et depuis je suis pas, pour des raisons psychotraumatiques que je ne développerai pas ici, je me suis éloigné de Mayotte. Et je vous remercie quand même de me parler. Merci beaucoup.